Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Voici le programme. Dans notre grand débat, nous reviendrons sur le dysfonctionnement d'État dont parle Christophe Castaner après la tuerie de la préfecture de police de Paris. La radicalisation de Mickaël Harpon n'a pas été signalée, en tout cas pas de manière officielle. Il y a eu tellement de failles qu'Édouard Philippe confie 2 missions à l'inspection des services de renseignement et que 2 auditions de Christophe Castaner sont prévues au Sénat cette semaine. L'une demain matin par la délégation parlementaire au renseignement, l'autre par la commission des lois jeudi matin. Quentin Calmet, vous y reviendrez d'ailleurs depuis la salle des conférences du Sénat. Tout à fait. Il y aura à notre micro Esther Benbassa. On lui demandera quelles questions elle entend poser au ministre de l'Intérieur. Merci Quentin, à tout à l'heure. En attendant, le ministre de l'Intérieur tient bon, il exclut de démissionner et ça aussi, ça pose quelques questions. Nous les poserons en tout cas à nos invités du match des idées, Pierre Jacquemin et Jean-Pierre Mignard. Bienvenue à tous les deux, #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Avant cela, retour sur les toutes dernières réactions politiques avec Cécile Sixou. Non, il ne présentera pas sa démission. Christophe Castaner exclut de quitter son poste de ministre de l'Intérieur, comme le demande une partie de la droite et de l'extrême droite. Ça n'est pas le sujet, ma démission. Ça n'est vraiment pas le sujet. Le dysfonctionnement est un dysfonctionnement dont j'assumerai totalement la responsabilité si j'avais commis une erreur ou si j'avais fait un faux arbitrage. Depuis vendredi, le ministre de l'Intérieur est sous pression. Après la tuerie de la préfecture de police, il a déclaré dans un premier temps que l'auteur des faits ne présentait aucun signe de radicalisation. Une version depuis démentie qui a réveillé les partisans de sa démission, comme Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Robert Ménard. Tous l'accusent d'incompétence ou de dissimulation. Si tu as un peu de morale, si tu as un peu de panache, si tu as un peu de suite dans les idées, mais tu démissionnes. Tu n'as même pas besoin qu'on te la demande, la démission. Enfin, quand même, il y a d'autres gens dans d'autres temps qui ne seraient pas restés 5 minutes de plus au ministère. Pour Yannick Jadot, si le ministre a du mal à communiquer, il ne doit pas pour autant démissionner. C'est pas pour moi un parti politique de demander la démission d'un ministre, c'est la responsabilité du président de la République. On peut pas considérer que ces attentats sont de la responsabilité directe. Cet attentat absolument dramatique, puisque on peut aujourd'hui le considérer comme un attentat, et de la responsabilité du ministre. Même point de vue pour Gérard Larcher, qui estime que le ministre de l'Intérieur a réagi trop vite. Qui peut le croire aujourd'hui alors qu'il a dit une chose jeudi en fin d'après-midi, que la réalité était différente vendredi? Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur ne doit pas avoir un minimum de retenue avant d'avoir tous les éléments? Pour faire la lumière sur les dysfonctionnements, Christophe Castaner passera 2 fois sur le grill des parlementaires, demain matin devant la délégation parlementaire au renseignement et jeudi devant la commission des lois du Sénat. Et avec nous pour le match des idées ce soir, je vous le disais, Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard et auteur de « Ils ont tué la gauche ». Jean-Pierre Mignard, bienvenue à vous également. Vous êtes avocat pénaliste, cofondateur avec le député marcheur Aurélien Taché du laboratoire d'idées Hyperion. Bienvenue à tous les deux. Jean-Pierre Mignard, Christophe Castaner exclut toute démission. Est-ce que vous nous dites, il a raison, c'est pas le moment de partir et il a finalement aucune raison de le faire? D'abord, c'est un choix personnel. Bien sûr. C'est un choix éthique. C'est au ministre de décider. Dans les circonstances, c'est-à-dire de l'attentat, la préfecture de police, il est possible, même si ça apparaît invraisemblable, mais tout à fait possible qu'il ne sur rien d'autre que ce qu'il ait dit. Puisqu'on voit quand même ce qu'ils appellent des dysfonctionnements assez majeurs. Donc après tout, pourquoi le ministre en aurait plus su, par exemple, que des niveaux intermédiaires, puisque le commandant, je ne sais pas, interrogeait depuis assez longtemps comment ça se passe avec lui, comment ça se passe. J'ai l'impression qu'on avait des informations qui ont été conservées, qu'on n'a pas jugé bon d'exploiter. Alors est-ce que c'était la proximité professionnelle? Je ne sais pas, peut-être des négligences. En tout cas, ça n'a pas été fait. Donc que le ministre ne sache pas, ça ne l'exonère pas. Mais ce qui pose un vrai problème, c'est le problème de la sécurité et du suivi des informations. Et j'ai toute confiance en Christophe Castaner qui a fait état de ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé. C'est ce que nous dit le Premier ministre dans le JDD. Édouard Philippe qui est monté très vite au créneau. C'est un signe de panique, Pierre Jacquemin, d'après vous ?
Le problème que l'on a avec le ministre de l'Intérieur, c'est que ça pose la question de la crédibilité aussi de la parole politique, de la parole publique. Le problème de M. Castaner, c'est que de dysfonctionnement en dysfonctionnement, on en connaît quand même plein depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, et que mis bout à bout, ça pose la question de la crédibilité de la personne publique qu'est M. Castaner. Quand il dit « je ne suis pas responsable », si, pardon, il est ministre, donc il est responsable. Quel que soit le dysfonctionnement, il assume cette responsabilité. Par définition, il l'est. Je ne dis pas que ça doit aboutir à une démission. Ceci étant, ça pose quand même, encore une fois, je parlais de la crédibilité dans l'opinion publique et de la parole politique, la parole publique dans l'espace public, mais ça pose aussi une question de crédibilité vis-à-vis de son administration. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui des policiers dire qui est-ce qui nous dirige, qui est-ce qui nous contrôle. Et donc cette légitimité-là, quand elle n'est plus acquise au sein d'une administration comme celle de l'Intérieur, je trouve ça gravissime. Après, encore une fois, je le disais, il n'en est pas à son premier fait où il a manqué de prudence. Et le problème de M. Castaner, c'est le manque de prudence. Souvenez-vous l'affaire Benalla, souvenez-vous l'affaire avec le jeune qui a été retrouvé mort le soir de la fête de la musique. Il y a eu aussi les erreurs qui ont été faites de communication pendant les mobilisations des Gilets jaunes. Tout ça, mis bout à bout, ça pose la question bien, en fait, de la légitimité de M. Castaner. On va l'entendre, hein, puisqu'effectivement, il n'en est pas à sa première polémique. Je voudrais vous faire un tout petit rappel de ce que certains observateurs ont appelé des bourdes. On n'est pas remonté jusqu'au début du quinquennat. On a juste repris 2 incidents qui datent de moins d'1 an. Écoutez. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Comme tout panache de fumée, il porte en soi un certain nombre de particules, un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé, mais selon les premières analyses qui ont été réalisées dès cette nuit et qui sont poursuivies ce matin, il n'y a pas de dangerosité particulière, même si, nous le savons, l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. Donc vous l'avez compris, on a pris l'épisode de la Pitié-Salpêtrière et celui de Rouen. Est-ce qu'il pêche par imprudence, par précipitation? Est-ce qu'il parle trop vite, Christophe Castaner? Alors je pense que d'abord, à l'origine même du mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il a interpréter ce mouvement et donner une lecture politique que moi j'ai trouvée erronée et même dangereuse. Je veux dire, on ne peut pas considérer que des centaines de milliers de gens qui sont sur des ronds-points ou qui manifestent, même ici ou là, violemment, ce sont des hitlériens ou des gens qui... La peste brune, on a entendu des choses assez incroyables. Le résultat, c'est que ça a beaucoup radicalisé le mouvement, ça a amené certainement à des événements, des faits de violence avec la police. Et puis à partir de ce moment-là, il y a une logique qui s'est constituée et donc globalement, il n'a jamais su sortir. Parce que les affrontements avec la police ont été tels qu'il fallait choisir son camp, ce qui est la pire des choses quand on est ministre, parce qu'on est ministre de l'Intérieur, on n'est pas seulement ministre de la police, on est là pour assurer aussi la protection des citoyens. Donc il y a eu un choix qui a été fait, très sommaire, qui sans doute a amené à grossir des événements. L'histoire de l'hôpital était absurde. Enfin, moi, je tweete des fois, je me dis, mais c'est pas possible. On voyait en direct que ces gens fuyaient parce qu'ils étaient poursuivis. Ils ne voulaient pas envahir le pavillon des cancéreux. D'un ministre de l'Intérieur qui parle peut-être... Oui, mais je pense aussi par ailleurs à Nantes, où il est exact qu'on a le sentiment que, comme il se sent en débit vis-à-vis de la police, peut-être du fait d'une gestion politique qui fut pas bonne du mouvement des Gilets jaunes, donc on est solidaire jusqu'au bout. Et puis il y a cette volonté toujours de rassurer. Alors ça, il n'est pas le seul à vouloir ça. Je pense que les gens sont quand même... Mais surtout que les gens veulent plutôt la vérité. Les gens ils préfèrent la vérité. Oui, on est plus rassuré par la vérité que par les propos de ministres au pluriel, quels qu'ils soient. Quelques heures plus tard. Oui, voilà. C'est ce qu'on peut un peu reprocher aussi aujourd'hui à l'actuelle majorité, de voir dans les arguments face à cette droite et même l'extrême droite qui demande la démission de M. Castaner. J'ai entendu les propos de M. Castaner dire c'en est assez de cette opposition qui systématiquement demande des têtes, etc. Non, c'est pas vrai. Les oppositions... C'est un peu systématique, c'est vrai. C'est vrai. Et de toute façon, encore une fois, l'enjeu n'est pas une question de personne là non plus, parce qu'on voit bien au gouvernement, personne en fait n'a une capacité de décision. On ne sait plus très bien à quoi sert un ministre, puisque tout est a priori validé, décidé depuis l'Élysée. Donc que ce soit M. Castaner, M. Nunez ou M. Collomb, au final, le ministère de l'Intérieur, il n'a d'objectif, il n'a d'orientation politique que parce qu'Emmanuel Macron a acté une orientation politique. Donc c'est plus une question de personne, c'est une question de ligne politique. Mais là, le véritable problème qui se pose avec M. Castaner, c'est véritablement une question de compétence presque. C'est-à-dire que est-ce que justement la prise de parole qui est la sienne, systématique,
dramatique en amont avec cette euphorie de Twitter où il donne des informations qui ne sont pas vérifiées. Ça, je pense que c'est une faute politique. Donc toute la question de cette affaire, c'est de savoir si oui ou non il y a un dysfonctionnement administratif. Probablement c'est le cas. Mais est-ce que oui ou non il y a une faute politique? Et à partir de ce moment-là, si oui il y a une faute politique, oui il doit y avoir une décision qui doit être prise, qui doit être de l'ordre de la sanction politique. Et il y a une toute dernière question qui se pose autour de l'entourage de Christophe Castaner. Pourquoi je vous dis ça? Je voudrais vous lire ce que dit Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP, cité par Le Parisien aujourd'hui. Et il nous dit « De telles omissions n'auraient pas eu lieu sous Sarkozy ou Cazeneuve qui savaient taper du poing sur la table. La question de la loyauté dans son entourage se pose. » Est-ce que certains lui savonneraient la planche aussi? Alors ça, je l'ignore totalement. Je souhaite que non, parce que si on rajoute un cabinet dressé contre son ministre, ou fomentant ou créant des embuscades à son ministre, ce serait effectivement mais tellement mal aimé de ses très mauvaise nouvelle. Pourrait-il être mal informé? C'est peut-être un problème d'autorité, c'est peut-être un problème d'autorité, une question d'estime qui joue, puis peut-être aussi dans son cabinet, certains se disent il ne restera pas éternellement, personne ne le reste, dans son poste, donc un ministre dont on pense qu'il peut aller dans un autre poste, ou en tout cas démis ses fonctions, perd beaucoup d'autorité vis-à-vis de son cabinet. Jean-Pierre Mignard a raison sur la question de l'autorité. C'est bien le mot que l'on peut demander à un ministre de l'Intérieur. Et c'est vrai qu'à partir du moment où cette question-là de l'autorité est posée à l'endroit du ministre de l'Intérieur, ça pose question. On sait qu'il est secondé par Laurent Nunez, qui a, lui, je pense, une estime, une reconnaissance de par l'administration de l'Intérieur. Et qui n'est pas du tout visé par la polémique. Qui est rarement visé par la polémique. Il arrive toujours, d'ailleurs, je pense, il est celui qui réussit à faire le lien entre le ministre de la Communication, qui est M. Castaner, et finalement le bas des troupes, ou en tout cas les troupes qui sont en permanence sur le terrain. Mais bon, encore une fois, tout ça met aussi en lumière, je pense, la manière d'appréhender ce ministère tel qu'il l'incarne, M. Castaner. Et on ne parle pas suffisamment, sans doute, ou peut-être faudrait-il davantage aussi dire ce qu'il s'est passé lors des manifestations des Gilets jaunes. On l'a vu encore ce week-end, ou même la semaine dernière, lors de la manifestation des policiers, qui était une manifestation inédite. On sent quand même qu'il y a une administration qui reproche aussi ce manque d'autorité, ce manque presque de légitimité et de connaissance aussi de ce que doit être ce ministère. Un ministère qui, quand même, assure la défense, qui assure la sécurité des Français. Du pays. Deuxième thème de ce match, messieurs, cette manif contre la PMA pour toutes, organisée hier à Paris. Faut-il parler de succès ou d'échec? Les organisateurs affirment qu'ils étaient 600 000. Le cabinet indépendant, en l'occurrence, parle plutôt de 74 500 manifestants. Mais au-delà de cette querelle des chiffres, je voudrais qu'on se penche sur les incarnations politiques du mouvement, parce qu'il y avait peu d'élus hier. On y a repéré 2 sénateurs dans le cortège, le RN Stéphane Ravier, le LR Sébastien Meurant. Mais chez les Républicains, on était moins présents qu'en 2013 lors des manifs contre le mariage pour tous. On y a vu François-Xavier Bellamy, Guillaume Larrivé ou encore Julien Aubert, le candidat à la présidence des Républicains, qui nous dit ceci: je crois qu'une droite qui n'assume pas d'être de droite ou qui est une droite honteuse, qui a peur de se manifester, laisse le champ libre à d'autres partis politiques. Avant de vous demander ce que vous en pensez, on va demander à Catherine Procaccia ce qu'elle en pense. La sénatrice LR du Val-de-Marne est au micro de Quentin Calmet en salle des conférences. Oui, Catherine Procaccia, un mot sur cette mobilisation d'hier de la manif pour tous. Il y avait peu de membres des Républicains. Comment expliquer la différence avec 2013 de la part du parti LR? D'abord, que ce soit en 2013 ou que ce soit hier, on a toujours eu la liberté d'aller ou de ne pas aller manifester. Deuxièmement, c'était en 2013... le président de la République nous a imposé immédiatement, à peine arrivé, cette réforme sans pouvoir en discuter et en débattre. On n'a pas eu le choix. Et donc, en tant que parlementaire, nous sommes associés, en tout cas pour ma part, je me suis associé à cette manifestation, d'abord par la méthode. Là, s'agissant de la PMA, on va avoir quand même des discussions. Il y en a actuellement, enfin ça se termine ou ça s'est terminé à l'Assemblée nationale, il y en aura au Sénat. Donc c'est pas du tout c'est pas la même approche, c'est pas on vous l'impose, enfin on va nous imposer entre guillemets la PMA, mais il y a une discussion et il y a une discussion parlementaire. Selon vous, la méthode est meilleure. Alors Julien Aubert, lui qui est candidat à la présidence du parti, il dit qu'il y a une droite honteuse et qui laisse le champ libre à un autre parti et qui lui il manifeste. Il était hier à Paris. Vous êtes membre d'une droite honteuse, vous, Catherine Procaccia? Je pense que Julien Aubert se trompe
tout simplement parce que c'est une droite qui peut avoir des convictions différentes. Elle a toujours eu des convictions différentes. Quand on parle de la mobilisation des parlementaires en 2013, tout le monde n'allait pas manifester non plus en 2013. Donc pourquoi mettre les deux sur le même plan? Ce n'est pas les mêmes thèmes. Là, il s'agit d'un débat qui ne devrait pas avoir lieu pour ma part dans les lois bioéthiques, puisque c'est un choix de société qui est fait et ce n'est pas du tout un choix de bioéthique, puisque la technique de la PMA existe. Ce n'est pas un texte qui devrait avoir lieu dans le texte de réflexion sur les évolutions bioéthiques. Merci beaucoup, Catherine Procaccia. On voit une nette différence avec le débat de 2013 sur ce projet de loi de bioéthique. Merci beaucoup, Quentin. Quelle est votre analyse, Jean-Pierre Mignard? Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même une droite, alors on a dit mal à l'aise, ou une droite honteuse, comme le dirait Julien Aubert? Je crois qu'il y a surtout une évolution des Français et de l'électorat. Les forces politiques ont à la fois des convictions et le sens des opportunités. Oui. Je pense que là, pour beaucoup, le sens des opportunités l'a emporté sur les convictions, dont on ne sait pas d'ailleurs au moment où elles étaient affichées, au moment de la loi sur le mariage pour tous, si elles étaient d'ailleurs des convictions profondes ou des convictions électorales, c'est-à-dire on a des postures. Donc on n'a jamais su sur ce point, avec la droite, il faut bien le dire, quelle attitude avoir. Que de fois, on entendait des propos privés qui contredisaient des affirmations publiques. Je pense qu'il y a une évolution de la société, qu'il y a et que celle-ci s'est fait ressentir dans un électorat qui, pour être sur certains points conservateur, notamment sur le plan économique, pouvait tout à fait admettre que dorénavant, il fallait changer. Dès lors que notamment après le mariage pour tous, et les homosexuels étaient de plus en plus visibles, se faisaient entendre, formulaient des propositions très concrètes, très juridiques d'ailleurs, effectivement, l'animosité tombait. La visibilité rendait plus familier des modes de vie souvent longtemps cachés, proscrits, donc inconnus et donc un peu discriminés, même quelquefois persécutés. Nous n'en sommes heureusement plus là. Pierre Jacquemin. Oui, je pense que certains, notamment à droite, ont retenu les leçons des européennes. On a vu que la campagne de M. Bellamy avait été une campagne très axée sur des idées très conservatrices, très peu progressistes sur les questions sociétales, que ça ne leur a pas réussi. Et que donc effectivement, compte tenu du fait qu'une société a évolué, vous le disiez, c'est vrai que la société française, qui pouvait être pendant un temps hostile au mariage, hostile à la PMA, a considérablement évolué. Et là, la force du débat politique a fait que justement les Français ont compris l'enjeu, ont compris que plusieurs pays européens avaient accédé à la PMA pour toutes les femmes lesbiennes, les femmes en couple, et que c'était pas que la colère de Dieu ne s'était pas abattue sur leur pays, comme diraient certaines personnalités de la Manif pour tous, et que donc du coup oui, ça participe du progrès parce que c'est la question des droits qui est au cœur. C'est comment on donne les mêmes droits à tous en fait. Mais je note quand même que leur mobilisation, cette mobilisation-là, parce qu'Emmanuel Macron a aussi à cœur de tenir une droite en base, en socle électoral qui l'accompagne tout au long de son quinquennat, et que donc oui, d'autres choses auraient pu évoluer. On l'a vu, certains amendements n'ont pas été repris par la majorité. Je pense notamment à ces enfants qui sont nés de GPA à l'étranger, qui auraient dû, d'ailleurs, ça faisait partie des engagements d'Emmanuel Macron, que des enfants nés sous GPA à l'étranger puissent être reconnus par l'État français, par les questions de citoyenneté et de reconnaissance d'État. Et ça, je pense qu'effectivement, cette mobilisation, la crainte d'une mobilisation comme celle de la Manif pour tous, a fait reculer aussi le gouvernement sur ces sujets-là. On aurait pu aller beaucoup plus loin avec cette loi bioéthique. Elle s'en félicite, Agnès Buzyn. Elle a tweeté ceci hier soir. Les débats au Parlement se sont tenus dans une atmosphère de très grand respect et de sérénité. Et j'en suis fière. C'est vrai que globalement, ça nous change quand même de l'atmosphère de 2013, Jean-Pierre Mignard. Oui, tout à fait. Mais précisément parce que je me permets de dire, je n'aime pas parler en termes de bataille, de vainqueurs et de vaincus. Mais une étape a été franchie et comme ça, je ne vois pas qu'on revienne dessus. Mais est-ce que la question, c'est pas... Et donc, c'est pourquoi ça dépassionne. C'est pourquoi ça dépassionne. Le RN... Est-ce que c'est pas le RN qui est en train de récupérer cet électorat qui, à une époque... Je ne sais pas. Vous aurez sans doute... Vous aurez à droite un électorat libéral, catholique non fanatisé, ça existe, heureusement, qui effectivement se rapprochera peut-être de la majorité. Je pense que c'est ainsi. Une autre partie de l'électorat LR, on le voit dans un dernier sondage, est très proche, semble en tout cas pas du tout honteux d'avoir à voter pour de s'allier au Rassemblement national. Je vois plutôt comme des grandes divergences comme cela et
Et je pense qu'en effet, ce que va devenir la droite, on voit bien qu'elle est de plus en plus soumise à l'attraction d'atomes qui sont de planètes qui sont autour d'elle et on la sent friable. Alors que deviendra la droite dite républicaine? Oui, on va voir, parce que c'est vrai que sur la question du Rassemblement national, on a vu un peu aussi le malaise qui a pu exister au sein du Rassemblement national entre ceux qui voulaient aller manifester, ceux qui ne le voulaient pas. Sachant que de l'autre côté, Marion Maréchal, elle, avançait ses pions en disant oui, évidemment, il faut être dans les mobilisations sociales pour dire non à ce projet de PMA. On voyait bien que Marine Le Pen, elle, n'appelait pas ses troupes à rejoindre la mobilisation. Et ça a à voir aussi avec, encore une fois, peut-être pas que les élections européennes, mais quand même le grand signal qui a été envoyé au moment des élections européennes, c'était justement cet appel au conservatisme, cet appel aux valeurs, etc., qui n'a pas été couronné de succès, notamment chez la famille des Républicains. Donc voilà, il y a sans doute aussi une volonté, on le disait tout à l'heure, une volonté stratégique. On a vu des anciens hauts responsables des Républicains qui étaient hostiles au mariage pour tous nous expliquaient qu'aujourd'hui ils étaient tout à fait favorables au mariage pour tous. Enfin, tout ça est assez machiavélique comme le monde politique peut l'être, mais au final... Bon, et cynique, disons. Et cynique, mais au final la PMA va être adoptée et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en tout cas, c'est le camp ça veut aussi dire, si Emmanuel Macron est raison sur une chose, c'est qu'aujourd'hui le camp des progressistes a au moins gagné ce week-end. Ça c'est exact. Et les ecclésiastiques qui étaient présents à cette manifestation, comme par exemple... l'évêque de Toulon sont des personnalités du monde catholique très marquées à droite, très, très conservatrices. Et donc, d'une certaine manière, c'est peut-être maintenant Marion Maréchal Le Pen qui peut tenter d'aller mettre en forme tout cela pour, avec LR, créer une formation d'une droite, extrême droite, catholique, peu républicaine, qui serait une immense tea party à la surface du pays. Ça, je vois bien cela. Assez sensible aux thèses du remplacement, etc. Voilà, des anti-remplacistes. Elle est en train d'y travailler et c'est aussi ce qui se joue dans la campagne des Républicains. On voit bien avec ce que vous avez montré de Julien Aubert tout à l'heure. Lui, il est tout à fait pour un rapprochement typiquement comme le proposerait Marion Maréchal sur des idées très conservatrices, sur une Europe refermée sur elle-même, enfin sur des pays refermés sur elles-mêmes contre l'Europe. Tout ça, effectivement, a vocation à se rassembler un jour. Et ça nous amène à ce troisième thème du match de ce soir, les multiples questions autour de la place de Gérard Larcher dans cette droite, justement. Le président du Sénat publie cette semaine Contre-pouvoir. C'est un livre d'entretien avec Marion Mourgue, journaliste au Figaro, qu'on connaît aussi ici sur Public Sénat. Un ouvrage dans lequel beaucoup ont retenu l'idée d'une possible candidature à la présidentielle de 2022 à cause de cette phrase. Écoutez bien, si les événements et les circonstances politiques le décidaient, j'assumerais. Mais ce n'est pas le rêve de ma vie, mon premier engagement, c'est le Sénat. Une phrase qui a provoqué un emballement général, pourtant il n'en est absolument pas question, à en croire Gérard Larcher lui-même ce matin sur RTL. Écoutez. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et vous pourriez poser à la question, parce que... Pourquoi vous écrivez « Si les événements et les circonstances politiques le décidaient, j'assumerai ». Bien sûr, c'est l'article 7, alinéa 4 de la Constitution. C'est le rôle du président du Sénat d'assumer l'intérim. Point à la ligne. La seule chose auquel je pense, c'est d'achever ma tâche comme président du Sénat. Bonne réponse, Pierre Mignard. Oui, bonne réponse. Habile, d'ailleurs. Un homme qui est humainement sympathique, hein. Mais qui vous dites c'est habile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est habile parce que, non subjectivement, mais si les événements le décident et m'appellent, dans ce cas-là, je viendrai, je remplirai mon rôle. C'est vrai qu'il est le deuxième personnage de l'État. S'il y avait défaillance du président, c'est lui. Et puis c'est un homme du vieux monde, comme diraient mes amis macroniens. Hein. Bon, des fois, eux aussi, ils sont un peu vieux monde. Disent ancien monde. C'est autre chose, ancien monde. Hein. Mais bon, une personnalité rassurante, pas désagréable. Ce serait pas effectivement un gouvernement autoritaire, mais faut-il que c'est de ce côté-là que puisse venir un rassemblement gagnant de second tour? Honnêtement, je ne veux pas du tout polémiquer, j'en doute. Et indépendamment des qualités humaines du président Larcher, j'en doute. C'est vrai que, bon, on entend quand même, c'est assez fréquent dans le monde politique, dans un temps suffisamment éloigné justement de l'échéance présidentielle, on n'est encore qu'à 2 ans de cette échéance-là, d'entendre des hommes, des femmes politiques nous dire « Ah non, je ne suis pas candidat ». Effectivement, à l'instant T, ils ne sont pas candidats, mais quand même, si effectivement, si certains pensent que je peux être une roue de secours ou je peux être l'alliance de plein de gens pour rassembler des gens, on l'a vu à gauche récemment, Ségolène Royal dit à peu près la même chose, Bernard Cazeneuve nous explique à peu près la même chose, Gérard Larcher nous explique à peu près la même chose. Tout ce monde-là, effectivement,
effectivement, est un monde qui est rompu au monde de la politique, qui connaît le monde de la politique par cœur et pourrait être les sauveurs suprêmes de l'après-Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle droite veut incarner Gérard Larcher. Et c'est vrai que, sans doute, a-t-il le profil pour incarner une droite qui, par la droite qu'a incarné Laurent Wauquiez, pourrait retrouver le bon chemin. Une droite plus centriste, oui, plus centriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la droite, c'est qu'Emmanuel Macron l'incarne parfaitement. Il fait ce que la droite aurait toujours rêvé de faire. Je pense que si la droite demain a vocation à exister, elle devra exister en justement s'opposant sur des projets comme celui sur l'asile et l'immigration, en s'opposant sur des sujets de sécurité intérieure ou qui sont quand même parfois liberticides. C'est pas moi qui le dis, c'est les macronistes eux-mêmes qui parlent de liberticide quand certaines lois sont votées. Donc je pense que la droite aurait vocation à retrouver ce chemin-là. Et c'est vrai que M. Larcher pourrait incarner cette droite plus sociale, peut-être presque même chiracienne ou en tout cas gaulliste. Et je pense qu'il a ce profil-là. Après, c'est vrai que Emmanuel Macron a impulsé une nouvelle ligne en politique, une nouvelle ligne de conduite qui est le renouvellement par la jeunesse. Bon, voilà, peut-être qu'il faut laisser place maintenant à d'autres têtes apparaître au sein des Républicains, mais bon, ça sera à eux d'en décider. Jean-Pierre Ménard. Oui, je partage. C'est vrai que la majorité s'est beaucoup développée sur sa droite. Ce qui fait qu'on peut penser que la droite est en partie représentée dans la majorité. Elle l'est, d'ailleurs, elle est quand même très importante. La gauche, qui était quand même très importante à l'origine de la candidature d'Emmanuel Macron, et puis qui a sans doute été déterminante pour sa victoire, ne s'est pas organisée, ne s'est pas représentée, peut-être d'ailleurs n'avait pas beaucoup d'idées pour quitter le Parti socialiste. Ceux qui restaient n'en avaient guère plus. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'hégémonie du centre droit au sein de la majorité, c'est indéniable. Ce qui rend difficile, effectivement, un contournement sur la droite. Et comme je ne vois pas bien un contournement sur la gauche venir... C'est pour ça que l'exercice a été si difficile. Ça peut permettre à Emmanuel Macron... C'est pour ça que ça a été si difficile pour Ça a été pour ça que c'était très difficile pour lui. Bien sûr, il a essayé la ligne très à droite. Cette histoire du grand centre qui s'est constitué, parce que c'est le pays dirigé par un grand centre. Il y a longtemps que la France n'avait pas été gouvernée par un grand centre. Il faut peut-être remonter à la 4e République. Mais ce qui est intéressant aussi, d'ici à la fin du quinquennat, d'observer, et notamment du côté du Sénat, avec Gérard Larcher, c'est qu'il va jouer un rôle fondamental aussi dans la suite de ce quinquennat, notamment sur la réforme institutionnelle. On sait qu'il y avait eu plusieurs avancées de discussion qui allaient plutôt dans le bon sens sur la présentation d'une réforme constitutionnelle, sur la grande réforme des institutions voulue par Emmanuel Macron. On sait que Gérard Larcher a un pouvoir de blocage, alors qu'il était plutôt favorable à l'idée d'ouvrir. Donc, il va sans doute jouer un rôle de plus en plus important, Gérard Larcher. Et de là à dire que ça se propulsera pour une échéance présidentielle, ça reste quand même à démontrer. C'est plus bien, rien n'est moins sûr. Et il ne sera pas allié Il faut des forces politiques qui soient des amortisseurs, parce que pour ma part, je suis très sceptique et même inquiet sur l'idée d'un affrontement d'un périmètre politique qui serait construit autour de la majorité et puis du Rassemblement national ou de ces épigones d'extrême droite. Voilà. Et là, je pense que ce serait vraiment très inquiétant. Je pense que ce serait bien qu'il reste une droite, qui ne serait pas une droite tentée, envoûtée par l'extrême droite. Et il serait bien quand même que la gauche présente un jour un peu plus... je pense des deux côtés. Je pense toujours au serre-livre. Je pense qu'il faut 2 serre-livres, parce qu'il ne faut pas que RN et l'AREM face à face. Ça se terminera pas bien. Ça, c'est vrai que on a beaucoup parlé de droite dans cette émission, mais c'est vrai que un des enjeux aussi démocratiques dans les semaines, mois à venir, avec les mobilisations sociales qui vont avoir lieu, notamment, je pense à la réforme des retraites, qui risque de créer quelques remous, notamment dans de grands secteurs de l'activité publique. C'est vrai qu'il manque aujourd'hui une gauche qui soit sans doute plus forte, rassemblée, crédible, qui fasse aussi des propositions. J'ai vu que notamment là, dans le cadre du débat parlementaire sur l'immigration, la gauche faisait des propositions. Voilà, il faut que la gauche aussi arrive à exister face à ce duopole tel que Emmanuel Macron voudrait le faire exister entre Marine Le Pen et lui. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Allons plus loin, continue, #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. C'est l'heure de notre grand débat. On va prendre le temps de revenir sur les nombreux dysfonctionnements qui ont mené à la tuerie de la préfecture de police de Paris. Mickaël Harpon est passé entre les mailles du filet du renseignement alors qu'il était lui-même au cœur de la machine. Cas isolé ou révélateur d'une faille majeure. On a une demi-heure pour se poser les bonnes questions ce soir, juste après les derniers points de l'enquête. Sandra Cerquera. Selon une note adressée au ministère de l'Intérieur, l'informaticien avait eu une altercation avec 2 de ses collègues, après avoir défendu l'attentat de Charlie Hebdo. Mais cet élément n'avait fait l'objet d'aucun rapport écrit ni d'avis à la hiérarchie.
Selon Christophe Castaner, ces signaux d'alerte auraient dû être suffisants pour déclencher une enquête. Et l'anomalie, la faille, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a pas eu d'enquête. Et pourtant, un responsable de la sécurité intérieure de la préfecture de police a suivi ensuite l'individu dans les échanges et est revenu à plusieurs reprises, y compris il y a quelques semaines. Et au sein même du service, on avait le sentiment que tout allait bien. Ben non, tout n'allait pas bien. Cet individu s'était effectivement radicalisé au vu des éléments qui sont apparus depuis. Converti à l'islam depuis une dizaine d'années, Mickaël Harpon a adhéré à une vision radicale de la religion, d'après le procureur du parquet national antiterroriste. Mais a-t-il agi de son propre chef ou faisait-il partie d'un réseau ? À Gonesse, où il vivait, une perquisition a eu lieu. Mickaël Harpon était en contact avec la mouvance salafiste et avait le numéro de l'un d'entre eux. Ce n'est pourtant pas l'hypothèse privilégiée. Son épouse a averti par SMS une collègue de son mari avant l'attaque pour l'avertir qu'il n'allait pas bien. Au vu des informations qui sont les miennes, et en me référant aussi à ce qu'en a dit le procureur antiterroriste, à ce stade, on ne peut pas parler de l'existence d'une cellule. Pour l'instant, nous n'avons pas de raison de penser qu'il ait pu transmettre des informations, mais l'enquête le dira. Et bien évidemment, on souhaite que sur ce volet-là de l'enquête judiciaire, les choses aillent le plus vite possible, car je comprends les inquiétudes légitimes des fonctionnaires. Le ministre demande que chaque comportement suspect soit désormais signalé. Selon un rapport parlementaire de juin dernier, environ 45 policiers et gendarmes seraient actuellement suivis pour radicalisation. Avec nous pour le grand débat de ce soir, Christian Cambon, bienvenue. Vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne et vous présidez cette délégation parlementaire au renseignement qui va donc entendre Christophe Castaner demain matin. Merci à vous d'être ici. Florent Vadillo, bienvenue, président du think tank L'Hétairie, co-auteur de ce livre Les espions de l'Élysée, et vous êtes l'ancien conseiller du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Driss Ait Youssef, bienvenue. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité. Merci à vous aussi d'être ici. Et Anne Giudicelli, bienvenue. Vous êtes responsable du cabinet Terrorisque, spécialiste des menaces terroristes. Les mots sont importants. Christophe Castaner nous parle de dysfonctionnement d'État et refuse le terme de scandale d'État. Qu'en pensez-vous, Florent Vadillo ? Il y a de fait un dysfonctionnement dans la mesure où un fonctionnaire d'un service de renseignement a commis 4 crimes et que il les a commis après une radicalisation politique, islamique, pardon. De là à parler d'un scandale d'État, moi je suis assez mesuré parce que il y a eu une série de dysfonctionnements qui sont en réalité une série de dysfonctionnements mineurs qui conduisent à un drame. Pour vous, c'est mineur, les dysfonctionnements qui se sont enchaînés, j'ai bien compris, oui. Hein, des erreurs d'appréciation humaine. C'est ça, et ce sont des erreurs d'appréciation que l'on retrouve finalement dans toute appréhension de ce qu'est la radicalisation, notamment dans cette difficulté de qualifier la pratique rigoriste, la radicalisation, qui est et le passage à l'acte violent. Et cet enchaînement qui passe de la radicalisation violente à l'acte macabre, c'est celui qui est le plus complexe à comprendre et qui, selon les éléments qui sont portés à notre connaissance aujourd'hui, parce que je m'en réfère à ce qui est public, n'ont pas permis aux fonctionnaires de police de pressentir qu'il y avait un danger manifeste, hormis dans les dernières heures. Donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Christophe Castaner, il n'y a pas de scandale d'État. Il y a de fait une remise en cause majeure d'un fonctionnement de service parce que ce sont des victimes au cœur d'un service. Mais je pense qu'il n'y a pas objectivement de réforme systémique à mettre en œuvre après ce problème. Christian Cambon, vous diriez les choses comme cela aussi ? Écoutez, vous y voyez un vrai scandale d'État ? Non, moi je ne suis pas du tout dans cette approche-là parce que moi je préside la délégation parlementaire au renseignement. La délégation parlementaire au renseignement, c'est un organisme tout à fait particulier qui est constitué de 4 députés et 4 sénateurs de sensibilités différentes. Oui, on va y venir d'ailleurs, on a un sujet sur ce point. Moi je m'exprime au nom des 2 assemblées en accord avec les 2 présidents et je veux simplement dire que la délégation parlementaire est un organisme technique qui s'occupe du contrôle et de la surveillance des outils de renseignement, c'est-à-dire la DGSE, la DGSI, le renseignement militaire, le renseignement pénitentiaire. Et nous essayons de regarder d'une part comment se sont conduites les opérations, comment sont utilisés les fonds spéciaux qui sont utilisés. Donc je ne suis pas ici dans un jugement politique. Le temps politique va arriver, pas plus tard que demain. Demain après-midi, il y aura des questions au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée. Il y aura la réunion des commissions thématiques, les commissions des lois. Mais moi, ce n'est pas ici. Vous pouvez avoir une appréciation déjà, avant même que cette délégation soit mise en place. Vous pouvez avoir une appréciation personnelle. Au vu des faits, mon appréciation personnelle, elle rejoint celle du ministre, à savoir qu'il y a eu des dysfonctionnements. Je pense, moi, personnellement, qu'ils sont quand même assez graves. Parce que comment passe-t-on de ces signaux faibles à une pratique de l'assassinat aussi épouvantable que ce que l'on sait d'ores et déjà. Un acte terroriste. Un acte terroriste d'une extrême violence,
auprès de gens, ce qui en rajoute au côté dramatique, auprès de collègues avec lesquels peut-être il avait partagé un café le matin. Enfin, qui est capable de faire une chose pareille? Donc, si vous voulez, on voit que à la fois les signaux ont peut-être été mal interprétés et qu'il faut changer les procédures. Et ça, j'allais dire, c'est un peu notre travail de dire ce qui a mal fonctionné. Hein. Et moi, j'ai 4 thèmes de questions que je vais poser au ministre. Et puis après, il y a les conséquences judiciaires. Il y a un parquet antiterroriste, des conséquences politiques, le ministre les assume, c'est son job. Mais nous, on est là un peu au nom du Parlement, qui ne reste pas insensible à ce qui est en train de se passer, dans nos missions, en regardant point par point quelles sont, à toutes les étapes, ce qui a pu, malheureusement, faire en sorte qu'un événement aussi tragique se produise. On est dans une situation, c'est vrai, très particulière. Alors, est-ce que c'est un scandale ou un dysfonctionnement d'État ou un dysfonctionnement de l'État? Finalement, peu importe. Ce qui compte, encore une fois, c'est de faire un peu de fond et de comprendre pourquoi on en arrive à cette situation. Est-ce que c'est par négligence ou c'est par obsolescence? Étant entendu que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Pourquoi? Parce que la négligence, c'est quoi? C'est quand, à un moment donné, vous avez des signaux faibles portés à la connaissance d'une hiérarchie et que, manifestement, il n'y a pas eu de réponse adaptée compte tenu à la fois du positionnement de l'individu et surtout de l'activité sensible qu'exerçait cet individu dans un service particulier, dans une structure particulière. Obsolescence ensuite, parce que s'il n'y a pas eu de réaction adaptée compte tenu des enjeux en 2015 qui étaient les nôtres et qu'ils sont encore aujourd'hui, c'est bien parce qu'à un moment donné, on a aussi une structure, et je rejoins ce que disait Florent il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une structure qui n'est plus tout à fait adaptée compte tenu des enjeux et qu'il nous faut des contrôles, des contre-pouvoirs pour essayer, à un moment donné, de répondre à une menace qui peut venir de l'intérieur. On en avait parfaitement les moyens parce que quand vous regardez dans d'autres services de renseignement du premier cercle, où vous avez des services de contrôle interne qui sont bien plus étoffés, bien plus élaborés, ou pour moins que ça, vous perdez votre habilitation et vous êtes reversé dans un autre service. Donc ce qui compte, c'est à la fois effectivement de rendre hommage évidemment aux victimes et de comprendre pourquoi on en est arrivé à une situation. Et là, effectivement, c'est la mission de cette délégation aussi avec l'inspection des services de renseignement lancée par le Premier ministre. Et pour faire avancer la discussion et avant de vous donner la parole, Anne Giudicelli, je voudrais vous lire un extrait de l'édito d'Alexis Brézet dans le Figaro. Voilà ce qu'il nous dit. Si nous n'avons rien vu venir, c'est que nous n'avons rien voulu voir. Et si nous n'avons rien voulu voir, c'est que nous sommes en France collectivement victimes d'un mal étrange, une maladie qu'il faudra bien, si l'on veut la combattre, se résoudre à appeler par son nom le déni-islamisme. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Anne Giudicelli? Non, alors ça c'est une vieille histoire qu'on a toujours en fait depuis longtemps. Je dirais même le fait de le dire, c'est déjà une forme de déni, puisque les faits, cette problématique, ce phénomène est bien antérieur et ceux-là même qui prononcent aujourd'hui le terme de déni étaient déjà dans le déni auparavant. Donc, évacuons la chose. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, l'idée, le déni, c'est-à-dire qu'il y avait des signaux bien longtemps avant-coureurs de ce type d'évolution, de phénomène de radicalisation. Sauf que c'était inaudible à une certaine époque. Et donc, la classe politique n'entendait pas ça. Donc, aujourd'hui, faire le procès du déni, je trouve ça un peu malvenu, d'autant que ceux qui le prononcent aujourd'hui en étaient les acteurs. Ensuite, si on regarde simplement ce qui s'est passé sans tenir compte de l'environnement exact, de la direction dont on parle, on voit que finalement, on a toujours les mêmes choses. Dans les entreprises privées, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est avec des collègues, et puis à un moment donné, il se passe des choses. Un peu l'individu a commencé à changer de comportement, donc c'est subtil, c'est pernicieux, c'est au quotidien. C'est soit subtil, pernicieux, soit c'est quand même un collègue. Donc il y a quand même. On a du mal à dénoncer un collègue. Il y a cette dimension-là. En plus, si je remonte l'information, est-ce que ça va pas me retomber dessus? Est-ce que je vais pas être sanctionné? Est-ce que il y a aussi un facteur humain qui entre. Il y a un devoir de solidarité. Je dirais qu'il y a le facteur humain qui est très important. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'on ne sait jamais, dans toutes les études, tout ce qu'on sait sur le processus de radicalisation, il y a une chose qu'on ne sait pas, on sait qu'il y a de multiples profils, que les différents vecteurs ou facteurs se multiplient et s'ajoutent, c'est le passage à l'acte. C'est à quel moment un individu va-t-il prendre la décision
d'aller jusqu'au bout de son processus. Et ça, c'est la grande inconnue. Et donc, je dirais que c'est quand même le plus difficile à détecter, même si on met en place un certain nombre d'indicateurs, comme ça existe aujourd'hui dans l'administration notamment. C'est ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il y ait une chaîne, il y a aussi le problème de la chaîne de remontée de l'information, c'est-à-dire, en gros, à qui je vais dire ça, et ensuite... Par exemple, dans cette affaire, la chose a été dite, des éléments ont été transmis, ils n'ont pas été formalisés, et donc ils sont restés lettres mortes, si je puis dire. Est-ce que vous dénoncez un collègue, c'est aussi peut-être admettre que le verre est dans la pomme, Florent Wadillo? Je pense qu'il faut s'en référer au rapport que Françoise Bilancini, la directrice du renseignement de la préfecture de police, a communiqué au ministre et qui a été rendu public. Françoise Bilancini, d'abord, c'est une très grande professionnelle du renseignement et qui est connue pour son franc-parler, voire même sa capacité à trancher les choses de manière très abrupte, ce qui est une qualité. Dans ce rapport-là, elle décrit très factuellement le fait qu'effectivement en 2015, il y a eu des signaux d'alerte et que de 2015 à 2019, cette équipe qui fonctionnait de manière très soudée, dit-elle, en open space, n'a à aucun moment relevé d'autres signaux qui auraient permis de corroborer cet emportement, ce qui a été qualifié a posteriori d'emportement de 2015. Je n'étais pas là, je ne peux pas le savoir. Ce que je vois néanmoins dans le rapport de la directrice, c'est qu'elle décrit un fonctionnement d'un groupe quasi familial avec une interrogation, ce que disait Anne Guidicelli, sur ce passage à l'acte qui est encore incompris. Et toutes les explications du monde aujourd'hui, cette rationalisation ex post que l'on va vouloir mettre en œuvre, ne permettront pas de comprendre ce passage à l'acte. Si vous me permettez une comparaison, il y a dans le phénomène de ce passage à l'acte des similitudes avec le passage à l'acte suicidaire. Et tous les proches d'une personne suicidée savent à quel point il était compliqué pour certains de prévenir ce passage à l'acte et la culpabilité que portent ceux qui restent et qui n'ont pas vu venir. Donc je pense qu'il faut se méfier et de ce point de vue-là, l'édito du Figaro était assez pernicieux parce qu'il faut se défier de mettre une coloration politique dans ce qui doit être une analyse sociologique, psychologique, extrêmement froide et clinique, voire clinicienne. Depuis la tuerie, une multitude d'initiatives fortes ont été prises au plus haut niveau de l'État. Édouard Philippe, dans le journal du dimanche, annonce le lancement de 2 missions confiées à l'inspection des services de renseignement. Il va y avoir aussi une audition de Christophe Castaner ce jeudi par la commission des lois du Sénat. Et puis il y a, vous le disiez, demain matin, une audition du ministre de l'Intérieur au Sénat par cette délégation parlementaire au renseignement que vous présidez, Christian Cambon. Ça fait beaucoup de choses, pas sûr que tout le monde y voit clair et sache différencier toutes ces initiatives les unes des autres. On va en parler, on va commencer par la délégation parlementaire au renseignement. Samia Dechir nous explique de quoi il s'agit exactement et on en parle après. C'est un milieu entouré de mystères, de secrets propres à la profession. Mais même les renseignements sont soumis à un contrôle démocratique, celui de la délégation parlementaire au renseignement. Créée en 2007, elle est composée de 8 membres, 4 sénateurs et 4 députés. Leur mission, contrôler et évaluer l'action du gouvernement en matière de renseignement. Soumis au secret défense, ces membres peuvent auditionner le Premier ministre, les ministres concernés, le secrétaire général de la Défense et les directeurs des services concernés. S'ils constatent des dysfonctionnements, ils peuvent émettre des recommandations au président de la République et au Premier ministre. Mais les membres de la délégation parlementaire au renseignement estiment qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour mener à bien leur mission. Dans leur dernier rapport annuel, ils demandent des embauches supplémentaires pour appuyer leur équipe de 4 personnes et l'accès à plus de documents. Des demandes auxquelles le gouvernement pourrait répondre à travers la loi sur le renseignement prévue pour 2020. Christian Cambon, il faut préciser que tout ce qui va se passer demain matin sera à huis clos, c'est ultra confidentiel et ensuite vous remettez un rapport à Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, si c'est confidentiel, c'est la raison d'être de la délégation. Parce que comme on touche des matières fissiles, des matières qui touchent directement la sécurité nationale, si je convoquais le directeur des services secrets extérieurs et que je lui dise après votre audition, j'irai faire une conférence de presse pour raconter ce que vous m'avez dit, je pense qu'il ne me dirait pas grand-chose. Et donc c'est justement parce qu'il y a la confidentialité que nous attendons de l'audition du ministre demain qu'il apporte des éléments de réponse. Sûrement, il ne les aura pas tous, mais en tous les cas, des éléments de réponse, j'allais dire carte sur table, avec franchise et dans la volonté de faire avancer les choses. Encore une fois, nous sommes dans une préoccupation technique. Moi, je ne suis pas là pour remettre en cause. Il y a un temps pour ça. Ce n'est pas celui de demain matin. Celui de demain matin, c'est de voir avec lui,
à la suite des blocs de questions que nous avons à lui poser sur des sujets très précis, ce qui n'a pas fonctionné, et puis le cas échéant de faire des préconisations. Alors c'est vrai qu'on se plaint, comme traditionnellement, c'est tout à fait normal, on aurait bien des effectifs supplémentaires. D'un autre côté, il faut bien voir que plus vous partagez le secret avec des gens, moins le secret risque de rester secret. Donc il faut être aussi très attentif à cette dimension, et les députés et les sénateurs, en tant que rapporteurs d'un certain nombre de sujets, font eux-mêmes un très gros travail. Et donc, c'est une délégation qui a toute sa raison d'être, surtout en identifiant bien et en allant dans le détail chercher ce qui ne va pas. On peut parler du secteur, on va parler des habilitations, hein, et notamment du renouvellement de l'habilitation. Comment renouvelle-t-on l'habilitation? Est-ce que l'enquête qui la précède est aussi fondée et aussi profonde que la première? Et j'ai comme ça un certain nombre de thèmes que je peux donner, car je peux donner les questions, mais demain je ne pourrai pas apporter donner les réponses. Un tout petit mot quand même de ces deux missions confiées à l'ISR, Inspection des services de renseignement. Je me tourne vers vous parce que je crois que c'était Jean-Jacques Urvoas qui en avait eu l'idée. En effet, en 2013, dans le rapport sur le cadre juridique applicable aux services de renseignement, le constat était que le gouvernement ne disposait pas d'un outil de pilotage des services, que les services avaient un contrôle interne, qu'il existait un contrôle externe, mais que pour répondre, pour porter la responsabilité qui est la sienne, le gouvernement devait pouvoir être informé et vérifier que ces instructions, ces orientations soient bien mises en œuvre. Donc elle a été créée le 24 juillet 2014. Elle est composée de membres issus des divers corps de contrôle de l'État, l'inspection générale de l'administration, le contrôle général des armées, etc. Elle a une habilitation très secret défense et elle peut mener une enquête sur pièce et sur place. Elle ne connaît pas de restriction à sa capacité inquisitoriale dans la mesure où la lettre de saisine du Premier ministre ouvrira son besoin d'en connaître. C'est donc la meilleure réaction avec le meilleur organe, d'autant que, il faut être très clair, elle avait jusqu'à présent un peu ronronné et que cette crise chaude va lui permettre, à mon sens, de donner la pleine mesure de ses capacités et en tout cas de ses prérogatives réglementaires. Idrissa Youssef, vous êtes d'accord? Très utile et très bonne réaction de faire appel à l'ISR? Ah oui, moi j'avais demandé dès, me semble-t-il, ça devait être samedi, effectivement, l'intervention du Premier ministre, parce que le Premier ministre, selon la Constitution, l'article 21 de la Constitution, c'est le garant de la défense nationale, et qu'il a à ce titre, effectivement, la possibilité de saisir cet ISR qui a été créé et placé sous sa responsabilité, ainsi que le SGDSN, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui joue également un rôle d'audit, notamment en matière d'habilitation secret défense ou très secret défense ou confidentiel défense, et qu'à ce titre-là, ce sont des structures qui doivent permettre aussi de lever en complémentarité, évidemment, de la délégation parlementaire du renseignement qui contrôle l'action du gouvernement en matière, dans le domaine du renseignement, et puis le gouvernement de pouvoir aussi contrôler les services de renseignement. Après, je pense qu'on aura, au travers de la restitution qui sera faite au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, il faudra que derrière, il y ait des actions correctives, parce que maintenant, ainsi que tout le monde le sait... sur quelque chose de concret. Oui, il faut que ça... Mais, bien sûr, on ne peut pas rester dans cette situation, ce n'est pas possible. Là où effectivement vous avez des moyens humains qui doivent être alloués ici, vous avez aussi d'autres structures qui sont en perte de vitesse, alors qu'elles ont un rôle essentiel en matière, j'ai envie de dire, de renseignement. Vous avez aussi en matière de renseignement ce qu'on appelle de la police administrative, ce qu'on appelle de la police judiciaire. La frontière est de plus en plus ténue. Le législateur a initié des organes de contrôle, notamment en matière de renseignement technique, en matière de police administrative. C'est intéressant. Il faudrait avoir véritablement, en tout cas pour ce qui me concerne, une véritable analyse de fond sur toutes ces structures, services de renseignement du premier cercle et du second cercle, de sorte à avoir un outil de contrôle interne pour habiliter, ou en tout cas pour contrôler les individus, parce que, me semble-t-il, au regard de ce qu'on a pu voir, il y a déjà une problématique. C'est très clair. Parce que, je voudrais le dire, en 2015, lorsque cet individu dit c'est bien fait, c'est déjà vrillé. Parce que l'individu est déjà radicalisé en 2015. On peut avoir une réflexion sur un individu qui est dans un service public, certes, qui délivre des documents administratifs qui ne sont pas couverts par le secret défense. On est là dans un statut qui est très particulier, dans un service qui est très particulier. Et c'est là où moi j'ai un problème de fond, parce que on a le sentiment que l'affaire est presque jouée dès 2015. Oui, non, certainement qu'il y aura des mesures qui vont être prises. Monsieur Castaner en a déjà évoqué certaines, notamment un contrôle plus régulier, systématique. Mais je pense qu'il faut aussi travailler sur le fameux humain dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que en gros, je pense aussi que, en particulier depuis ces dernières années,
sur tout ce qui concerne la pratique de l'islam, il y a alors soit le déni, comme on en parlait tout à l'heure, qui perdure, et il ne faudrait pas qu'on passe à l'hystérie, parce que le mélange des deux fait créer cette situation un petit peu de peur de signaler, par exemple, ou de peur d'être taxé, de faire de la discrimination. D'être islamophobe. Donc cette espèce de contraction entre le déni et l'hystérie, en fait, génère des situations de non-remontée de l'information et de gêne, globalement. Et donc, on se dit, c'est pas grave, c'est mon collègue, c'est un ami, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi un vrai travail de fond à faire sur une décharge, enfin de décharger cette problématique de la radicalisation, de simplement l'objectiver, à la limite de la normaliser comme une des problématiques qu'on peut avoir dans les entreprises ou dans le fait de travailler ensemble, que ça devienne un sujet qu'on travaille à froid. Un sujet à froid, exactement, qu'on normalise, voire banalise, si vous voulez, de façon à rester objectif, la tête froide, et que ça ne génère pas, après, en plus, des réactions politiques ou autres. Alors, je vais vous faire réagir, parce qu'effectivement, il y a cette délégation parlementaire au renseignement, cette inspection des services de renseignement, et cette troisième initiative, l'audition de Christophe Castaner par la Commission des lois ce jeudi. Que peut apporter de plus cette nouvelle étape? Avant de nous interroger, on va poser la question à Esther Benbassa, la sénatrice qui est membre de la Commission des lois, est au micro de Quentin Calmet en salle des conférences. Oui, Esther Benbassa, vous êtes membre de la Commission des lois. Vous allez auditionner Christophe Castaner jeudi matin. Il y a déjà 2 missions administratives qui sont lancées par le Premier ministre. Il y a également l'enquête pénale. Qu'est-ce que les travaux de la Commission des lois vont apporter sur cette réflexion? Ce qui s'est passé est grave. Il y a eu un attentat au sein même, au cœur de l'État, de ces institutions. Donc il faudrait quand même que le ministre s'explique, parce que sa première déclaration disait qu'il n'y avait pas le moindre signe d'alerte. Alors comment le savait-il? Il est coutumier de ce genre de déclaration et qui lui porte préjudice. Qu'est-ce que vous allez poser, vous, comme question au ministre de l'Intérieur jeudi matin? Ah oui, je lui demanderai pourquoi il préfère communiquer plutôt qu'informer. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu le 1er mai l'affaire de l'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'il a qualifié d'attaque. Puis il y a eu bien sûr ce qui est arrivé au jeune Steve Canisso à Nantes, où il a dit qu'il n'y avait aucun lien entre l'intervention policière et la noyade de ce jeune pendant une technopartie. Et là, c'est le fait qu'il est dit à la légère, oui, il n'y avait aucun signe d'alerte sur ce personnage. Mais enfin, c'est une manie. Je vais lui demander pourquoi il continue à répéter ce genre de propos qui ne sont pas du tout rigoureux et qui déstabilisent aussi bien les Françaises et les Français que nous, parlementaires. Tout le monde est déstabilisé. Eh bien, merci beaucoup, Esther Benbassa. On va donc voir cette audition de Christophe Castaner. Elle sera diffusée en direct sur Public Sénat jeudi à 9h. Merci beaucoup, Quentin. Christian Cambon, que peut apporter de plus cette audition de Christophe Castaner par la Commission des lois? Et pour rebondir sur ce que disait Anne Giudicelli, est-ce que finalement, on ne s'agite pas beaucoup à chaud mais rarement à froid? Vous avez un exemple d'un discours politique de notre collègue. Elle pose des questions au ministre. Elle est du reste tout à fait dans son rôle, puisqu'elle va l'auditionner. On parle d'Esther Benbassa. Elle est dans l'opposition, donc c'est tout à fait normal. Moi, personnellement, je pense qu'on ne met pas les choses dans l'ordre des facteurs. Moi, franchement, la démission du ministre, c'est une chose. Si c'est pour en voir un autre à la place, et si ça ne change rien au dispositif, sincèrement, ça n'a que peu d'intérêt. Et je mets en relation, je pense que la Commission va faire un autre travail. Nous, on est dans le technique. Moi, je vais demander
des choses précises. Je vais demander pourquoi, dans un centre aussi protégé au sein de la préfecture de police, quelqu'un peut circuler avec 2 armes blanches dans sa poche sans que nulle part un portique est sonné et sans que... Les questions de la commission des lois ont été publiées sur les conditions ayant permis le déroulement d'une attaque criminelle au sein de la préfecture, sur les éléments relatifs à la radicalisation de l'auteur de cette attaque, sur les signes qui auraient pu apparaître sur cette radicalisation. Les questions sont un peu les mêmes, Christian Cambon. Oui, parce que l'événement est le même. Non, mais donc on se pose la question de ce nombre de... Non, mais si vous voulez, encore une fois, la délégation parlementaire, elle ne travaille pas dans les mêmes circonstances. Moi, je n'ai pas les caméras demain matin, même si elles vont venir nombreuses pour faire quelques images. Mais une fois que les portes sont fermées, après, c'est dans le calme et l'attention particulière que la commission va travailler. Pourquoi ? Parce que je pense que le ministre donnera, je l'espère, des réponses plus directes, plus franches, parce qu'il sait que c'est sans caméra. Maintenant, le Parlement doit aussi faire son travail. Il y a un temps politique, il y a un temps judiciaire. On a vu le procureur, il y a eu le procureur antiterroriste qui a fait des déclarations. Chacun a le droit d'en faire. Moi, j'ai exposé sur un certain nombre de médias qui m'ont convié les 4 grands sujets sur lesquels on va interroger le ministre. Après, maintenant, chacun est libre. Et la presse aussi, du reste, ne manque pas d'interroger le ministre. Demain, il va se jouer une partition politique, d'abord au sens le plus noble du terme, parce que c'est la Constitution, le Parlement peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement dans sa conduite de l'administration, et c'est ce qui se jouera demain. Mais il se jouera un deuxième acte politique, et c'est une fabuleuse chance pour Christophe Castaner, qu'il faut qu'il saisisse. Parce que pour l'instant, Christophe Castaner, c'est l'homme malade du gouvernement. Très clairement, on le voit, depuis qu'il est en poste, le Premier ministre et le Président de la République sont obligés de lui renouveler sa confiance à intervalles réguliers. Le dernier épisode était en Rouen, où il a été absolument absent, alors qu'il est tout de même le chef des pompiers, pour parler un peu trivialement. Donc, Christophe Castaner, demain, il devra, pour la première fois sans doute, porter un discours de crédibilité. Car il ne rassure pas ni ses troupes, ni les Français. Et finalement, ce que fait Esther Benbassa, c'est en quelque sorte porter le fer dans la plaie. Puisque Christophe Castaner est supposé ne pas rassurer, il est donc supposé être incompétent, on ne le sait pas. Et donc, on va essayer de le pousser dans ses retranchements. Donc demain, si Christophe Castaner ne parvient pas à construire un discours cohérent de défense de son action, de ses services, en réalité, il aura mis un pied dans la tombe, puisque désormais, on attendra la prochaine histoire qui le fera chuter. Moi, j'ai une difficulté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, et puis aussi, il y a une enquête judiciaire qui doit déterminer, j'ai envie de presque dire, les conditions, ou en tout cas les questions. Ça veut dire dans quelles circonstances, les motivations, la personnalité, etc. Pourquoi les armes sont-elles rentrées ? Pourquoi les armes sont rentrées ? Ça, c'est aussi du ressort de la justice judiciaire. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, on mette effectivement le ministre de l'Intérieur en face de ses responsabilités et qu'il nous détermine une politique de renseignement, parce qu'on sait que placé sous sa responsabilité, vous n'avez pas moins de 3 structures en charge du renseignement. La DGSI, le renseignement territorial et les renseignements de la préfecture de police. Et on sait que ça ne cohabite pas bien. On sait qu'il y a des répartitions de moyens humains et matériels qui ne sont pas tout à fait équilibrées. Donc c'est aussi ça, à un moment donné, puisque c'est un attentat terroriste. Et ce qu'on va demander au ministre de l'Intérieur, c'est que faites-vous pour que ça n'arrive plus demain ? Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre ? Et donc, il doit, à un moment donné, prendre ses responsabilités et produire un vrai projet de renseignement, en tout cas à son échelle, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Et voilà, la situation, elle est exceptionnelle. Il faut espérer que l'enquête judiciaire, je dirais, mette en avant ou fasse remonter les faits, établisse les faits qui soient à peu près dans ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Parce que imaginons que l'enquête désamorce, déjà l'épouse a été remise en liberté. Est-ce que ça n'aurait pas été plus prudent politiquement d'interroger le ministre, à part votre délégation, bien sûr, où ça reste en huis clos, ça n'aurait pas été plus prudent quand même d'interroger le ministre au niveau parlementaire, après quand même des éléments d'investigation plus carrés et plus recoupés.
si vous voulez. Hein. Parce que le risque, c'est qu'on commence à s'emballer sur quelque chose qui finalement, potentiellement, peut être dégonflé par les faits, tout simplement. Il nous reste 30 secondes. Oui, je voudrais juste, parce qu'il y a aussi un élément auquel on n'a pas eu encore de réponse. Est-ce que cet individu, est-ce que cet assaillant, il a eu accès à de l'information secret défense? Est-ce qu'il en a collecté? C'est pour moi un sujet important. Laurent Nunez est incapable de dire pour le moment s'il a pu transmettre des informations. C'est ça, donc il doit y avoir quelques expertises. Si vous êtes opérateur de maintenance, si vous êtes opérateur de maintenance en informatique, vous rentrez dans les disques durs, vous rentrez dans les logiciels, vous posez des chevaux de Troie qui permettent d'extraire des parties d'informatique et peut-être les envoyer à des tiers. Ça, c'est des questions sur lesquelles on va évidemment demander des précisions très strictes au ministre. Dès demain matin, délégation. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Fin de cette émission. On se retrouve demain à 17h30 pour une émission spéciale autour de l'audition d'Elisabeth Borne au Sénat. Autre audition, la ministre de la Transition écologique sera interrogée sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Vous pourrez d'ailleurs la suivre en direct sur notre antenne. En attendant, vous retrouvez Oriane Mancini à 7h30. L'invité de Bonjour chez vous sera Julien de Normandie, ministre en charge de la ville et du logement. Très bonne soirée sur Public Sénat.